Il est multicarte en quelque sorte. Enfin, il a une formation d'ethnologue. Et ses travaux ont commencé d'ailleurs par le journalisme, enfin les travaux rémunérés. Je me souviens de l'époque de Lyon Poche, dont tu animais la rédaction. C'est des objets qui ont disparu. Voilà une longue vie de voyageur, d'ethnologue, de contrées lointaines et à la marge. Et dans son itinéraire, Jean-Yves a rencontré la prison de différentes façons, mais notamment en entreprenant une correspondance avec Louis Perregaux. Louis Perregaux est connu dans notre assemblée ici parce que Louis a effectué d'abord une très longue peine et vous avez commis un livre ensemble qui s'appelle « Lettres par-dessus les murs » et qui est une correspondance qui a donné lieu à un ouvrage. Je ne sais pas s'il est là, mais il n'existe plus. Il n'existe plus, oui. Bon, nous, on existe toujours. Donc le livre, a existé. Et puis, plus récemment, alors, il y a des dizaines d'ouvrages. Jean-Yves est publié aux éditions Actes Sud. Donc, j'allais dire, vous pouvez trouver... Alors, il y en a un certain nombre qui sont à la librairie, ici, donc que vous pouvez trouver. L'un des derniers... c'est sur le chemin des Vierges enceintes au XIIIe, XIVe, XVe siècle. Je ne vais pas faire le malin parce que j'y connais rien. Il y avait des Vierges enceintes sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et avec Viviane Lièvre, photographe, ils sont partis sur ce chemin-là découvrir celles qui restent. Celles qui restent n'ont pas été détruites. Et puis la signification aussi de ce que pouvaient bien représenter ces Vierges enceintes. Donc une curiosité aussi multifacette. Voilà, je crois que à toi, tu vas être debout, assis ou... Non, comme ça. Très bien. Comme ça. Et puis en plus un lien amical qui est depuis très très longtemps. Et donc c'est toujours un plaisir, puisque ces rencontres sont politiques et amicales, de donner l'occasion à des personnes qu'on apprécie de partager un moment. Merci. Merci à Bernard Bolz, d'abord de faire tout ce qu'il fait et d'être ce qu'il est. Alors oui, c'est une causerie d'ouverture, alors on va utiliser le mot ouverture, puisque je suis un ethnologue avec Viviane, ma femme, qui est aussi ethnologue, et dans les écrivains, je suis considéré comme un écrivain voyageur. Écrire le voyage, ça s'est posé à la fin du XXe siècle. Comment écrire le voyage après Nicolas Bouvier, Alexandra David-Néel, tous les grands aînés, puisque l'homme est allé sur la Lune, il est allé partout, il a planté ses drapeaux partout. On s'est dit c'est difficile, sauf qu'il y a un endroit où l'homme occidental ne va pas souvent, c'est dans les confins de la mémoire, c'est-à-dire dans les marges de l'histoire officielle. Alors on a décidé, nous, Viviane et moi, d'aller visiter les confins de l'humanité et surtout les zones obscures de notre mémoire. Mais ce n'est pas gagné d'avance, je ne savais pas que nous ferions cela. Donc Bernard m'a demandé de raconter notre itinéraire en marche vers la marge. Oui, moi je n'étais pas dessiné, pour la littérature c'est pas beau, mais j'ai eu une enfance très heureuse. J'ai une très bonne éducation. Quand je dis j'ai une très bonne éducation, ça veut dire que j'ai une éducation qui me permettait de remettre en cause mon éducation. C'est-à-dire la bonne éducation, c'est celle qui permet de douter de son éducation. Alors, je suis bien tombé parce que j'ai été adolescent dans les années 60 et jeune adulte dans les années 70. Ça, c'était garantie de la révolte, de remettre en cause tous. Je suis un enfant du rock, et mes héros étaient les musiciens noirs américains, les jeunes prolétaires de Newcastle, les Animals, si vous vous rappelez, les Kings, les Beatles, bien sûr, et on parlait de poésie, de spiritualité. Ah, ça c'était intéressant, la spiritualité, parce que on était un peu engoncé, enfermé dans ce qu'on appelle le religieux, le dogmatique, les mythes. Puis, à cette époque-là, j'avais envie de les remettre en cause, et donc
donc, pour les remettre en cause, profiter que la colonisation s'achevait, que les frontières s'ouvraient, que peut-être nous, notre génération, on pouvait partir dans ces pays occupés par nos ancêtres, nos grands-parents, qui s'étaient intéressés à ce qu'il y avait dans le sous-sol, mais pas dans la tête des gens qu'ils avaient colonisés. Alors nous, on était peut-être la génération qui pouvait aller voir les autres pour les richesses qu'ils avaient dans la tête. Et bien c'est comme ça que j'ai attrapé une maladie très grave qui s'appelle la fièvre du voyage. Et on n'en guérit pratiquement jamais. Voilà, donc ça s'est formulé par un jour de 18 ans, dire à mes parents je veux partir voyager. Ils ont applaudi, croyant que j'allais à Londres ou à Berlin. Et je leur ai dit non, je veux aller en Inde. Ah bon? Là, ils sont devenus plus pâles et ils m'ont fait le plus beau cadeau qu'on peut faire à un enfant. Ils m'ont dit on ne t'aidera pas. Et je garantis que c'est la plus belle chose qu'ils ont fait pour moi, puisque pendant 2 ans, d'abord j'ai dû attendre la réalisation de mon désir pendant 2 ans, le temps de travailler, de me payer mon billet d'avion, aller, je n'avais pas de quoi me payer le retour, mais je suis allé en Inde. Je croyais qu'en arrivant là-bas, comme les Beatles, il suffisait de tendre les paumes et puis la spiritualité vous venait dans les mains. C'est ce qu'on croyait à cette époque-là. Donc j'étais bien content, j'allais trouver... Et puis c'est pas ce qui s'est passé. Alors peu de moyens, donc confrontation avec la réalité de l'Inde, qui n'est pas un pays de la non-violence, qui n'est pas un pays du partage, qui n'est pas un pays de l'égalité. On le voit encore terriblement aujourd'hui. Donc, oui, j'ai vu le Taj Mahal, j'ai vu l'Himalaya, je suis allé à Katmandou, j'ai vu le Gange, j'ai vu Bénarès, Calcutta, mais j'ai surtout vu les slums, là où vit la misère indienne. Donc, à 20 ans, je suis devenu un jeune homme émerveillé, mais très en colère. Et je suis rentré très en colère, comme il fallait que je rentre à pied, enfin par les trains, les bus, par l'Afghanistan, le Pakistan, l'Afghanistan, l'Iran. J'ai pu accumuler un nombre d'émerveillements, mais beaucoup de colère et d'indignation sur déjà cette injustice du partage des richesses. À 20 ans, en sortant d'une chambre d'adolescent, c'est pas sûr qu'on comprenne ça. J'ai eu l'impression qu'à 20 ans, je naissais. Ma vraie naissance, elle s'est passée à 20 ans. Et quand je suis rentré, j'ai rencontré Viviane qui avait 20 ans et la même maladie que moi, la fièvre du voyage. J'ai terminé mes études, dont je suis diplômé de l'EM Lyon, école de management. À 20 ans, j'ai juré que je terminerais, mais que je ne ferais jamais plus de marketing et de publicité, que je ne participerais pas à ce monde de consommation futile. J'étais très déterminé à ce moment-là. Bernard l'a dit, j'ai eu la chance quand même de participer à une création qui émane de l'EM Lyon, c'est Lyon Poche. J'étais connu comme rocker, comme poète, donc on m'a confié la rédaction, il fallait la monter. Et si vous vous rappelez de Lyon Poche, nous, on avait en première de couverture des films grand public qui payaient. Et donc à l'intérieur, on pouvait parler de tous les films d'Amérique du Sud, d'Afrique, d'Angola, du Chili. C'était très bien, on se faisait disputer chaque fois, mais c'était les années de combat et de lutte. J'ai appris ça juste pour vous donner un exemple des années Lyon Poche, un film qui m'est resté en mémoire et qui aujourd'hui prend une dimension importante. Ce film était un film palestinien de Taoufik Saleh qui s'appelait Les Dupes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film-là. Voilà, c'est un camionneur qui a un camion-citerne et qui tous les jours passe la douane, qui est taquiné par les douaniers, mais le jour du film, il a 15 personnes dans sa citerne. Et c'est ce jour-là que les douaniers s'amusent à le titiller, à le plaisanter. Il n'a pas de femme, il l'embête, il le garde. 3/4 d'heure, 1 heure et demie. Et quand il le libère, il y a 15 cadavres dans son camion-citerne et qui sont jetés, la dernière image du film, qui sont jetés sur un tas d'ordures. Voilà, c'est un film extrêmement symbolique, mais malheureusement, il prend aujourd'hui une terrible actualité. Ça, les années Lyon Poche ont été très fortes pour commencer la lutte. Mais avec Viviane, il fallait qu'on parte loin et qu'on aille voir l'ailleurs que nos ancêtres n'avaient pas vu. Alors on a commencé par on essayait d'imaginer le plus loin, le Yémen,
au lendemain de l'ouverture du pays, après 25 ans de guerre, on est allé dans la marge de ce pays, dans le Jebel Ali, le désert des déserts. On est parti au Mali avant qu'il soit dogonisé. Et on est surtout parti en Haïti. Haïti, pour moi, c'est l'émerveillement et la colère. C'est là où on a forgé nos convictions. Haïti, vous vous rappelez 1804, la fierté de la première république noire du monde qui chasse la plus grande armée du monde de l'époque, l'armée napoléonienne, qui arrive à faire cet exploit incroyable, mais qui va le payer jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où l'on parle. Comment des esclaves qui se révoltent, qui cassent un système esclavagiste alors que tout est régi par l'esclavage, le Brésil, les Antilles, tous ces Noirs osent devenir une république autonome. Pas question de commercer avec eux. Les Espagnols, les Français, les Anglais étaient les meilleurs ennemis du monde, mais ils se sont bien arrangés pour imposer un blocus, et vous le savez, pour éviter de voir des voiles approcher des rivages de Haïti, les Haïtiens ont accepté que le vaincu, la France, impose à Haïti de payer une dette de 150 millions de francs or, 150 millions de francs or, imposée en Haïti vers les années 1824-25. C'est le vaincu qui ordonne de payer le vainqueur. Ça ne s'est jamais passé dans l'histoire, mais ça s'est passé en Haïti. Et le vainqueur a payé pendant 100 ans, mais a payé jusqu'au dernier centime. Pour payer, il faut déboiser, planter du café et payer les banques françaises avec les produits du café. Et ça a duré. Pendant ce temps-là, est-ce que vous avez de l'argent pour construire des routes, des hôpitaux, avoir une gouvernance? Non. Et Haïti a failli. Mais Haïti a failli à cause du monde entier. Et aujourd'hui, Haïti le paye, vous savez le chaos qui règne en Haïti. Mais l'émerveillement, il est venu de la créativité du peuple haïtien, le petit peuple avec la peinture, mais aussi les grands intellectuels avec la littérature. Et la seule référence, je pense que beaucoup de gens ici ont lu Jacques Roumain, Les gouverneurs de la Rosée. C'est un livre, pour moi, ça a été un choc, la langue de Jacques Roumain, dans ce livre de marxisme tropical où les convictions, c'était la solidarité et l'amour. Ce livre-là m'a marqué, je l'ai relu toutes les décennies dans ma vie, et c'est une pierre vraiment importante, blanche, magnifique, sur mon parcours et ma conscience politique. Et Viviane et moi, nous allions prendre le chemin de la marche, mais on ne le savait pas encore. Mais c'est grâce encore à un livre que nous sommes partis en marge de ce monde. Un livre d'un auteur que vous connaissez bien, il s'appelle Rudyard Kipling. Mais il n'a pas écrit que le livre de la jungle, il a écrit un livre qui s'appelle The Man Who Would Be a King, l'homme qui voulut être roi. Et Kipling, qui vivait en tant que journaliste au nord de l'Inde, à Lahore, avait écrit un livre sur l'endroit le plus éloigné du monde, l'endroit à la marge du monde. Et quand les Anglais au XIXe siècle imaginent la marge du monde, c'est qu'ils n'y sont pas encore allés. Donc Kipling a imaginé d'envoyer dans son roman 2 officiers de l'armée anglaise qui voulaient devenir rois du pays le plus éloigné du monde. Il les a envoyés dans une région qui s'appelait à cette époque le Kafiristan, la terre des kafirs, des infidèles à l'islam. Bon, je ne vous raconterai pas l'histoire, vous pouvez lire le livre ou regarder le film de John Huston avec Sean Connery et Michael Caine, qui est un merveilleux film, mais qui raconte beaucoup de mensonges. Enfin, des fantaisies, quoi. Bien. Mais on a lu ce livre, on a perdu la tête. Les héros aussi, ils l'ont perdu, carrément. Mais nous, on a perdu la tête, on a dit, c'est absolument fabuleux ce livre. Mais nous avons appris, on a été choqués que M. Kipling, pour écrire ce livre, n'était jamais allé au Kafiristan. Scandale. Donc, nous avons fait le pari avec Viviane et un ami photographe d'être les premiers à aller dans ce Kafiristan de M. Kipling 100 ans plus tard, à une époque où le Kafiristan avait été supprimé de la carte des civilisations à la création de la première république d'Afghanistan. Et
Donc dans ce pays-là, il n'y avait plus qu'une petite société, une toute petite société marginale, vraiment dans les confins et dans la marge de l'histoire, puisque les Kalash du Pakistan représentent encore aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, une hyper-minorité non musulmane, non bouddhiste, non hindouiste de l'arc himalayen, une société dont le chamanisme structure encore la pensée et qui, pour l'humanité que nous représentons, est un accès incroyable à l'histoire de la pensée religieuse de l'humanité. Tout ça, on ne le savait pas. Nous, on était comme Tintin, on voulait aller vers l'ailleurs le plus manifeste. On est parti vivre chez les Kalash un été. On a été bien acceptés et on n'a rien compris. Rien compris. Oui, les Kalash sont très accueillants. Il suffit que vous ne soyez pas dans le cercle autour qui les menace, qui les méprise, qui les déconsidère, qui les traite de Jangalimouch, de gens de la jungle, parce qu'ils n'ont pas de livre comme la Torah, la Bible, le Coran. Donc ils sont des peknos, des gens de la jungle. Donc on a été plutôt bien accueillis, on a vu les fêtes d'été, les sacrifices d'animaux, les statues pour les grands ancêtres. On est resté un mois et on n'a rien compris, mais vraiment. Et on s'est dit, si voyager, c'est voir des images extraordinaires sans comprendre, ce n'est pas la peine de voyager. Alors on est rentré et on a cherché, il n'y avait pas Internet, donc les bibliothèques, c'était bien, et 0 livre sur les Kalash. Donc on s'est dit, c'est pas possible. Il n'y a pas de livre sur cette société-là. Donc on a tout quitté, nos emplois, pour aller vivre chez eux. Voilà, c'est ce que l'on faisait encore. On avait perçu que là se passait, il y avait un enjeu extraordinaire. On est reparti et notre vie a basculé puisqu'on va repartir 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 2 printemps, 2 étés, 2 automnes et surtout 2 hivers avec l'obligation de s'investir. La fête d'hiver. Les Kalash vivent avec un panthéon de dieux bienveillants. Ça fait du bien. Pas de culpabilité chez les Kalash, pas d'enfer, on ne croit qu'à la réparation permanente des outrages. Et il y a 4 rendez-vous saisonniers avec les dieux pour que l'ordre se rétablisse et se maintienne tout le temps. S'il y a des problèmes, là bien sûr le chaman intervient, il y a sacrifice, on voit les dieux, mais on se porte. Donc nous avons eu la chance, bien sûr, il a fallu apprendre la langue, il a fallu intégrer un clan, une famille, un village, obéir à toutes les règles très pesantes de la tradition, mais nous avons vécu une expérience qui est unique dans ce peuple méprisé, c'est-à-dire que notre premier livre qui est paru chez Berger-Levrault à l'époque, un très beau livre avec des images, leur ont fait dire avec l'humour qui les caractérise, « Ah, mais avec votre livre, on ne pourra plus jamais dire que nous sommes un peuple sans livre. Toute notre tradition est là, et donc nous sommes même le peuple du dernier livre. » Bien sûr, il y avait de l'ironie, de l'humour, mais les Kalash sont vraiment très fortement imprégnés, mais on s'est senti imprégné enfin, d'une mission qu'il nous rappelait. Il nous disait, vous allez repartir chez vous au-delà des montagnes, dites aux vôtres que nous avons le droit d'exister et de suivre le chemin tracé par nos ancêtres et nos grands chamans, et que nous avons droit à la considération. Dites-leur et revenez. C'est ce qui s'est passé pendant 15 ans, d'une mission vraiment très forte. On a vécu une histoire très forte parce qu'on a appris la langue. Donc je me permets de vous saluer. Ishpaata baba, tai plushtaza, ishpaata mai behel babako, mai shokor shalbat babako, et mai tai tazagi asta plusht, rodai tai maksat puli kaleude, rodai tai ponsuorum kaleude,
Lot Mandroki Adem, Zindagi Plousht. On se salue ainsi en Kalash. Je ne fais pas le malin en sortant cette langue, c'est seulement pour vous dire que cette langue est menacée. C'est-à-dire peut-être c'est la première et la dernière fois que vous l'entendrez. Les Kalachs subissent, depuis que nous sommes avec eux en 78 jusqu'en 91, nous avons vécu ces 15 années et nous avons vécu tous les mouvements de géopolitique dans cette région du monde, à la frontière, puisqu'à une journée de marche, leurs 3 vallées mènent en Afghanistan. Donc dès que l'armée soviétique est entrée, on a vu ce qu'on appelle les Moudjahidines rentrer par les vallées Kalach pour joindre le Pakistan, le nord du Pakistan, puisque c'est à l'extrême nord-ouest du Pakistan. Donc on a vécu toute cette période-là et on est impressionné par la résistance des Kalachs. Donc en vivant chez eux, nous nous sommes dit que c'est cela qui serait notre vie. On a sorti 3, 4, 5 livres sur les Kalachs qui font de nous, pour pratiquement les spécialistes au monde de ce peuple qui va disparaître inexorablement puisque les talibans récemment ont fait une incursion et voulaient les passer tous, malgré le mauvais jeu de mots, à la Kalachnikov. Et ça ne s'écrit pas pareil et ça n'a rien à voir. Mais on est en très grand danger. Les visiteurs du Punjab, les jeunes gens viennent voir des femmes qui vivent à visage découvert et font des danses mixtes avec les hommes, ce qui est insupportable. Les Kalachs boivent du vin. Tout doit disparaître chez les Kalachs pour les zélés du monothéisme qui les entoure. Donc notre vie a été armée de cette résolution. De témoigner, c'est ce que nous avons fait toute notre vie avec la littérature jeunesse, les livres d'ethnologie et récemment donc cette promesse faite aux Kalachs de témoigner de leur identité. Nous avons pu le vivre avec le musée des Confluences qui nous a demandé de déposer toutes nos archives, de leur donner toutes nos archives et ça a été suivi par une très grosse exposition qui a duré 13 mois au musée des Confluences et là on s'est dit que c'était notre mission, c'était notre travail de donner de la considération à un peuple déconsidéré chez eux. Donc longue vie aux Kalachs. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est Lot Mandroki Adem. Qu'est-ce que je peux dire de plus beau? Zindagi Plousht, la vie est belle. Donc on va continuer. Et après, on était, la fièvre ne retombe pas, mais après 15 ans, l'intensité au Pakistan de la guerre civile continuait, et il était difficile pour nous de continuer. Et la vie réserve toujours de très, très, très bonnes surprises. À qui sait les remarquer? Dans ma ville de Lyon, je suis natif de Lyon, j'ai eu la chance de rencontrer un très grand fils de l'Afrique. C'est comme cela qu'on dit, un fils de l'Afrique. Il était professeur d'allemand et de sciences politiques. Il est camerounais, il est prince Bélé de Douala. Il s'appelle Alexandre Koumadoumbe III. Il est actuellement prince de Bonabéry. Mais à l'époque, il était enseignant et il se disait, Nelson Mandela était en prison à ce moment-là. On s'était rencontrés, j'avais fait un article sur son livre qui s'appelle « Hitler voulait l'Afrique ». Parce qu'on est peu à savoir que si Hitler et les nazis avaient gagné la guerre, l'Afrique était déjà prédécoupée entre l'Allemagne et l'Afrique du Sud de l'apartheid. Il a été l'un des premiers chercheurs à entrer dans les archives de Munich et à faire un livre sur ce titre-là. Donc notre amitié a été évidente et un jour, Koumadoumbe m'a dit tu vois, toi tu es un écrivain du Nord, moi je suis un écrivain du Sud, tu es blanc, je suis noir. Et on a une responsabilité, on ne peut pas pleurer sur ce qu'ont fait nos ancêtres, mais si nous, intellectuels et écrivains, nous ne remplissons pas notre rôle, eh bien, nous laisserons le monde à nos enfants, un monde qui sera chargé de racisme, de préjugés, de mécompréhension, de divorce. Donc, nous allons faire un livre ensemble. Ça sera un des premiers, écrit par un noir et par un blanc, mais il faut le faire. On a mis 10 ans pour le faire, un échange de lettres, et qui s'est appelé à l'époque Dialogue en noir et blanc. Oui, c'est vrai, on était parmi les premiers à écrire ce livre-là, et c'est vrai que ça a beaucoup étonné quand on l'a présenté au Cameroun, parce que les jeunes étudiants n'avaient jamais vu parler d'un noir et un blanc ensemble, amis sur la même tribune, et évoquant toutes les charges et les pesanteurs de l'histoire coloniale, sans animosité.
Et ce livre-là a été capital dans notre vie pour poursuivre cette démarche vers les coulisses de l'histoire officielle, c'est-à-dire les marges de notre mémoire. Mon ami Kumadumbe, dans une de ses lettres, m'a écrit quelque chose que vous avez peut-être appris incidemment ou peut-être que vous ignorez encore, mais ce n'est pas Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Est-ce que vous le saviez, ça? Hein, vous avez un silence un peu... ça sent le piège. Hein. Oui, bon, c'est un lieu commun maintenant, mais il disait, non, on ne parle pas des Indiens qui étaient déjà là, qui sont les vrais pionniers, les Homo sapiens qui sont arrivés avant les Européens, mais il parlait d'une expédition qui a eu lieu au XIVe siècle, parce que au XIVe siècle, le pays le plus riche du monde n'était pas en Europe. Eh ben oui, il faut l'admettre, il était en Afrique, c'était le Mali, l'empire mandingue du Mali. L'empire fondé par le fameux Soundiata Keïta et qui, au XIVe siècle, était régenté par l'homme que les Américains, aujourd'hui encore, considèrent comme l'homme le plus riche de toute l'histoire de l'humanité. Il s'appelle Kankou Moussa. Kankou Moussa avait une fortune colossale et il avait une autre fortune, les universités de Sakoré, de Tombouctou, deux sources de richesse. Donc, un jour, Kankou Moussa, se considérant comme l'homme le plus riche du monde, fournissant l'or aux marchands arabes qu'il portait jusqu'en Europe, il se dit, mais comment, moi, Kankou Moussa, je ne suis pas plus connu? Mon or est connu, mais pas moi. Donc il s'était converti à l'islam pour des raisons très diplomatiques et commerciales, et il a décidé de faire le Hajj. Il a fait le Hajj, mais pas avec quelques amis de la famille, avec, selon les textes arabes, 14 000, 50 000 ou 60 000 personnes. À travers le Sahara, beaucoup plus sûr et arrosé à cette époque-là. Mais voilà, il est parti. Et il est arrivé au Caire avec ses dromadaires, ses chevaux chargés d'or. Il a distribué de l'or à tous les diplomates et les historiens. Il a fait tomber le cours de l'or pendant 12 ans. Mais pourquoi je vous raconte ça? C'est parce qu'il y a eu des conversations entre le sultan du Caire, son fils, et Kankou Moussa. Et le père et le fils ont demandé comment êtes-vous, vous, devenu l'empereur du Mali? Et Kankou Moussa a fait une étrange réponse. Il a dit, si je suis sur le trône du Mali, c'est parce que mon prédécesseur ne croyait pas que la mer des ténèbres, l'océan Atlantique, était sans limite. À cette époque-là, on pensait qu'à l'horizon, il y avait une cascade. Non, il pensait qu'il y avait quelque chose. Sans doute, la sagesse de Tombouctou lui avait dicté cela. Il a décidé de dépenser l'or de l'État pour construire une première flotte de 400 bateaux pour partir en reconnaissance, puis après une flotte de 2000 pirogues. Le texte arabe ne dit pas la qualité des bateaux. 2000 pirogues. Quand la flotte fut prête, il s'est tourné vers moi, Kankou Moussa, en disant, mon demi-frère, je vais prendre la direction de cette expédition, et toi, tu resteras comme régent jusqu'à mon retour. C'est bien compris, jusqu'à mon retour. Il est parti avec les 2000 bateaux, et il n'est jamais revenu. Vous le sauriez. Il n'est jamais revenu. Mais si je vous parle de ça, c'est que ces conversations ont été écrites. En Égypte, on écrit. Et sont parues dans l'encyclopédie d'Alomari, qui est une encyclopédie qui fait foi, qui est une mine de renseignements sur le Mali ancien. Il y a tout, ça a été pillé par les grands savants de l'école des hautes études, tout, sauf la page que je viens de vous indiquer, qui n'est pas le vent de l'oralité, qui est une page écrite. Donc celle-là a été prise et mise à la poubelle de l'histoire, parce que l'histoire a bien changé après les expéditions portugaises, et on l'a écrite d'une certaine façon. Donc moi je ne suis pas pour dire « Ah, cette histoire a vraiment existé », mais quand on est scientifique, on vérifie. Tous nos savants ont dit idéologiquement que les Africains étaient incapables, pourquoi un tel mépris, incapables de navigation hauturière. C'est un préjugé, une idée. N'empêche que Colomb, il est venu par là, quand même, pour s'assurer les services de marins africains pour faire son voyage. Mais non, on ne peut pas l'accepter. Ce jour-là, on est rentré en colère. Viviane et moi, on s'est dit, c'est pas normal. On est scientifique, on va vérifier.
au moins cela. Alors ce jour-là, nous sommes devenus inspecteurs de police littéraire. Et on a décidé, en relevant le col de notre par-dessus, de partir avec un fils de l'Afrique, toujours partager nos histoires en noir et blanc, pour pas montrer c'est la curiosité d'un couple tout bas. Non, surtout pas. C'est de partir avec un fils de l'Afrique qui a la même curiosité que nous, et on est parti enquêter pour savoir si il y avait des chances que ce soit un fait historique ou le vent de l'oralité africaine, comme le disent nos chers savants. Et nous sommes partis de Dakar jusqu'à Conakry, dans un des voyages les plus périlleux de notre vie, puisqu'on passait entre les coupes-coupes de la vérité et des mensonges, des traditions écrites et orales. Et nous sommes partis au pays des griots. Les griots, ce n'est pas des conteurs, hein, c'est des historiens, c'est des diplomates, c'est des politiques, c'est des grands menteurs. Et ils racontent l'histoire comme ils le veulent. Et cette histoire est très intéressante. Parce que les griots nous ont dit, cette histoire on la connaît, mais on ne vous en parlera pas. On ne vous en parlera pas parce que nous sommes là pour chanter les victoires sur les champs de bataille. Pas les défaites. Et le roi qui est parti, même si c'est notre histoire, il n'est pas revenu. Donc c'est pire qu'une défaite sur un champ de bataille. Et il y a des secrets que l'on met dans un mouchoir de femme au fond des poches. Et ceux qui auraient tendance à trop parler, nous avons les moyens de leur élargir la bouche. Bon. Et ils nous ont dit, personne ne vous en dira plus que nous, partez et ouvrez votre cœur et vos oreilles. Et nous, on a repris la sagesse malinquée, malienne, qui dit que celui qui a décidé de tricoter un pagne pour couvrir la nudité des fesses de l'éléphant, celui-là a décidé de faire un gros travail. Voilà, alors on a décidé de le faire, mais on ne savait pas jusqu'où ça nous mènerait. Ça nous a mené à Conakry. Et bien sûr, le livre est sorti, on ne savait pas qu'il y aurait des retombées aussi jusqu'au Brésil de cette histoire-là. Parce qu'il y a de l'autre côté, il faut aller voir là-bas. Mais ça, ce n'était pas encore programmé. Nous, on était innocents, on se disait, si le roi est vraiment parti avec ses 2000 pirogues, c'est obligatoire qu'il soit passé par les îles qui sont en face du Cap-Vert, la presqu'île de Dakar. Les îles du Cap-Vert. Donc on doit trouver des choses là, Et nos amis capverdiens de Lyon, parce qu'il y a une grande diaspora. Cap-Vert. Mais alto. Mais. Nos amis capverdiens de la diaspora nous ont dit « Mais vous êtes naïfs, mes amis. Nous, les Capverdiens, oui, nous sommes des Africains. Oui, nous sommes noirs, mais nous sommes des Noirs qui ne connaissent rien du continent réalisé. 500 km entre Dakar et les îles du Cap-Vert, 500 ans d'histoire où nous avons été coupés du continent. Nos ancêtres ont été traînés dans les bateaux et sommés d'oublier leurs dieux et leurs ancêtres, coupés de leur mémoire. Donc, ils ne comptaient pas du tout sur le Cap-Vert pour trouver la moindre trace. Mais allez au Cap-Vert, parce que c'est un pays qui mérite l'attention du monde. Césaria n'était pas encore vraiment... Elle venait juste de sortir Miss Perfumado. Et donc, il nous a envoyés au Cap-Vert. Et là, je dois dire qu'on a eu une deuxième décharge d'amour après les Kalash avec une nation, un peuple, une culture. C'est le Cap-Vert. J'ai rarement vu des gens aussi amoureux de leur propre culture qui disaient nous sommes la terre du batouk que vous venez d'entendre, de la morne, de la coladère, mais aussi de la cachupa qui est le cassoulet national et du grog qu'on appelle groguinho parce que igno ça diminue le degré d'alcool. Les Cap-Verdiens tellement fiers de leur pays, je dois avouer que vraiment le pays entier s'est ligué pour qu'on puisse témoigner de ce pays-là. Qu'est-ce que nous avons trouvé au Cap-Vert et qui correspond au thème de cette ouverture? C'est
c'est l'idée de continuer à considérer les gens qu'on pourrait appeler les perdants de l'histoire, puisqu'ils ont 4 siècles d'esclavage à subir. Et c'est là, au Cap-Vert, que nous avons constaté le génie humain de la résistance. Résistance, plus que résilience, résistance, la lutte de résistance. Imaginez, le Cap-Vert, c'est vraiment très important. C'est un pays en marge, hein. Les îles du Cap-Vert sont en marge. Quand les Portugais sont arrivés, vers les années 1460, ils ont déporté les populations de la côte de Guinée en 1470. Et il y avait des Africains de toute origine, des Lébous, des Sérères, des Wolofs, des Mandjaks, des Peuls, tous ne parlaient pas la même langue. Et ils devaient comprendre la langue du maître. Vous imaginez la panique des esclaves, en plus d'avoir perdu la liberté. Et il fallait comprendre. C'était une affaire de vie ou de mort. L'homme, dans cette situation, a inventé une langue qui s'appelle le créole. C'est le premier créole, fait à partir de mots portugais et de pensées africaines. Et ça a donné une langue extraordinaire de rapidité de communication entre les esclaves et d'exclusion du maître portugais qui pensait comprendre parce qu'il percevait des mots portugais mais qui ne comprenait rien. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est cette exclusion des oreilles du maître qui a créé toute la culture du Cap-Vert que vous venez d'entendre. Un Portugais ne va pas comprendre la chanson que vous venez d'entendre. Il va saisir des mots, comme nous, en Haïti, on est quand même très malheureux avec le créole, il est compliqué. Et c'est ça, le génie. Toute la culture du Cap-Vert est basée là-dessus. Une poésie et un rythme. Alors le rythme était interdit puisque les esclaves n'avaient pas le droit de prendre les tambours. Ouais, mais on n'arrête pas une femme africaine avec une interdiction. Elles ont pris leur pagne qui saignait leur hanche, elles les ont déroulées, elles les ont roulées entre les jambes et se sont mis à frapper sur les pagnes. C'est pas tambour. Une, ça fait pas beaucoup de bruit, 25, ça fait beaucoup de bruit. Et ce rythme, nommé batouk, la première expression du Cap-Vert, a donné lieu à des poussées féminines de cris et de révolte. Et sur ces cris de repousser les pouvoirs des Portugais, mais aussi des hommes, des mâles qui au Cap-Vert sont des papillons volant d'une femme à l'autre. Donc c'est à partir de là que cette culture s'est construite jusqu'à Quemostrabu Escamilonge, pas São Tomé, que Césaria Évora a popularisé dans le monde entier, Saudade. Toute cette culture est née dans la clandestinité. Sous le couvert de la barbe du maître colonisateur, elle n'a été réellement libérée qu'en 1975 au moment des indépendances. Alors nous, on s'est dit, ben voilà, c'est ça. C'est exactement ça ce que nous devons faire. Ce n'est pas pleurer sur là encore, un lourd héritage de nos ancêtres. On ne va pas rajouter nos sanglots et notre culpabilité, mais en revanche, si nous avons un devoir, c'est bien de témoigner de cette résistance qui a donné des créations qui aujourd'hui honorent le patrimoine de l'humanité, puisque la Morna, vous le savez, est rentrée dans le patrimoine de l'UNESCO. Donc, à partir de ce nouveau livre sur le Cap-Vert, on s'est dit, c'est ça sera notre travail. Et nous avons poursuivi une campagne portugaise, puisqu'on avait appris la langue, bien sûr, pour pouvoir être au plus près des populations, dans la Lisbonne noire, parce que nous avions appris que Lisbonne était une ville très africaine aujourd'hui, mais que ça remontait du XVe siècle, que les premiers esclaves n'avaient pas été promis pour l'Amérique, non encore découverte, mais pour le développement du travail à Lisbonne. Sachez qu'à 16e et 17e siècle, Lisbonne comptait 10% de sa population qui était noire, population qui faisait tout. Le travail était devenu ce qu'on appelle une vergogne, une honte. Bien sûr, il y avait des esclaves. Donc on a fait tout un travail d'enquête policière sur cette présence cachée et que la mémoire portugaise n'aime pas bien voir ressurgir. On a poursuivi les Capverdiens, puisque c'est eux qui nous accueillent partout où on passe. Oui, rappelez-vous, Quemostrabu caminho longe, Quemostrabu caminho longe, caminho pas São Tomé. Saudadinha terá Cabo Verde. Et oui, la chanson la plus célèbre du Cap-Vert parle d'un départ à São Tomé. São Tomé,
C'est un confetti dans l'Atlantique, au sud du Cameroun, à l'ouest du Gabon. Ce sont les îles du milieu du monde, là où se croisent Greenwich et le méridien, enfin l'équateur. Et c'est là que s'est passé le drame du cacao, d'une déportation sans nom des esclaves qui ont résisté en créant une pièce de théâtre qui s'appelle le Chiloli, qui est une insulte encore aux maîtres qui n'ont rien compris à ce qu'ils faisaient, se donner un culte des morts qui était interdit. Voilà, notre rythme était pris. Nous voulions témoigner de cette puissance de création sous la domination des gagnants de l'histoire à cette époque-là. Et on a continué. Bien sûr, on était obligé d'aller au Brésil. Au Brésil, parce que c'est quand même la deuxième nation noire du monde, après le Nigeria, et que là, plus de 50% de la population, et autrefois bien plus, qui sont ces Noirs, 4,5 millions à avoir abordé vivants les rivages du Brésil, sachant que tous ceux qui sont morts presque autant en chemin depuis le village jusqu'au voyage dans ce qu'on appelle les tumbeiros, les croque-morts, c'est ainsi qu'on nommait les bateaux négriers. Ces gens-là ne sont pas venus seulement avec leurs bras, leur dos, leurs muscles, ils sont venus avec les ancêtres dans la tête, avec les dieux du Bénin, du vaudou, et ils ont accosté. Et c'est là aussi une arme de résistance qui a permis de créer cette culture brésilienne que nous aimons tant, mais on ignore quand même trop que la part africaine est monumentale. Mais aujourd'hui encore, les héros de cette histoire, ceux qui ont marqué le Brésil, qui l'ont fait le Brésil, n'appartiennent pas au livre d'histoire. Au Brésil, on n'en parle pas. Et Dieu sait si on a. Alors on s'est dit, on est deux, on va faire une expédition. Et les expéditions au XIXe siècle, elles partaient toujours de Rio. Eh bien, on va aller de Rio jusqu'en Amazonie en bus pour aller de tous les lieux de communauté noire, où les Noirs ont joué un rôle essentiel dans la formation de l'identité. Voilà, on a appelé ce livre Pépites brésiliennes, parce que Pépites brésiliennes, ce n'est pas les pépites du Minas Gerais, ce n'est pas l'or du Minas Gerais, c'est ces gens extraordinaires dont je vous citerai seulement un, João Cândido Felisberto, qu'on appelle l'amiral noir, et qui en 1910, 5 années après le Potemkin, a dirigé la première mutinerie importante de la flotte moderne du Brésil. Une mutinerie pour exiger l'arrêt des punitions corporelles, des traitements décents et surtout une nourriture qui ne soit pas celle d'une porcherie. Révolution qui a eu lieu, enfin cette révolte qui a gagné, mais tous les héros de cette révolte ont été exterminés. Voilà, l'histoire du Brésil est une histoire qui, quand on la lit, vous colle aux mains tellement il y a du sang à chaque page. Et pour moi, le Brésil, c'est un pays merveilleux, vraiment merveilleux, quand il sera à la hauteur de nos espérances humaines, quand il aura compris qu'il vient des Indiens, de l'Europe et de l'Afrique, et qu'ils revendiqueront, les Brésiliens, pleinement et surtout amoureusement, jubilatoirement, cette triple origine. Donc on a continué toute notre vie ce parcours, et bien sûr il fallait rentrer, souvent il fallait rentrer, oui, pour rentrer en France, il faut écrire, mais en France il y a beaucoup à faire parce qu'il y a beaucoup d'étrangers, vous savez, qui sont venus enrichir notre patrimoine. Ouais, tout le monde ne considère pas ça comme ça, mais moi je le considère haut et fort. Nous avons beaucoup de chance parce qu'il y a beaucoup de langues et d'humanitaires et d'imaginaires qui nourrissent notre patrimoine, notre culture, et c'est fabuleux. Seulement, est-ce qu'on écoute bien cet imaginaire? Est-ce qu'on sait en faire profit? Quand on voit ce qu'on a fait avec l'Alsace, la Bretagne et l'Occitanie, on a répété ça avec les enfants de l'immigration, et je l'ai constaté en écrivant des livres jeunesse. Et que les petits-enfants de l'immigration, mes premiers livres étaient sur le Maghreb, sur l'Algérie et la Tunisie. Et c'est vrai que quand on les saluait, c'était la génération où les gamins étaient vraiment joyeux, excités. Mais je racontais des histoires de Molla Nasreddine, de Shra, du Maghreb. Au retour de la récréation, ils étaient tous au premier rang, alors qu'au début, c'était mis au dernier rang. Et pendant 30 ans. J'ai assisté à ça et je peux dire que je me suis forgé une idée
qu'on a vraiment raté. Un homme vit bien quand il est sur deux jambes. Un homme vit bien quand il est sur deux langues. Les plus riches que nous, qui n'en parlent qu'une souvent. Et quand il a deux imaginaires, c'est encore mieux. Et quand il en fait profiter, c'est encore mieux. Et on a raté ça. Mais on l'a raté pleinement. Peut-être nos enseignants n'étaient pas préparés, mais pourquoi les a-t-on pas préparés à cette ouverture-là? Je peux vous dire, j'ai écumé l'éducation nationale avec les romans jeunesse. Je suis un peu, là encore, en colère. Et peut-être, on va le payer cher. Parce que c'est ça, il faut profiter de... C'est un dialogue permanent. On ne va pas seulement voyager par une industrie du tourisme vide. Et il faut savoir profiter de la richesse de ceux qui n'ont pas forcément choisi d'être chez nous, de venir chez nous. Je connais personne qui a quitté son village d'enfance avec joie s'il a eu des nécessités de guerre ou de climat. Et quand ils sont ici, sachant accueillir et sachant écouter, c'est pas évident. Mais Bernard le disait, c'est vrai que la marge ici, pour nous ethnologues, on s'est toujours dit qu'on ne profitait pas assez de nous, les ethnologues. C'est nous qui pourrait être le lien entre la société civile et puis, c'est vrai, les prisons, les différentes cultures, permettent de tuer les préjugés, de les adoucir, d'ouvrir les murs. On a toujours rêvé, mais on est toujours là pour continuer, parce qu'on y croit encore. Et c'est vrai, la rencontre avec Louis Perregaux, on l'a imaginé avec Louis parce qu'il était retourné en prison alors qu'il est le cas typique d'un homme qui pouvait prouver que la prison pouvait permettre de continuer une éducation, d'atteindre des diplômes, mais seulement quand il est sorti la première fois, on lui a tendu des micros pour qu'il parle, mais on ne lui a pas tendu la main. Et on ne l'a pas aidé à se réinsérer vraiment tel que... Ah, il était magnifique comme ça, mais on ne lui a pas permis de se réinsérer réellement. Donc qu'il soit retombé n'est pas forcément étonnant dans cette situation-là, mais là encore, une grande indignation et une colère qui fait que quand il est retombé, reparti en prison, c'était inadmissible pour nombre d'entre nous ici. Et... comme j'avais écrit Dialogue en noir et blanc, je me suis dit on va recommencer un échange de lettres par-dessus les murs, pour que Louis parle de sa condition d'enfermement et que moi, en échange, je casse les murs en lui racontant le monde. Et ces témoignages sur des sociétés souvent enfermées dans leur marge, privées de liberté, privées de parole. Et pour moi, ça, c'était fondamental. Et c'était une expérience... à l'époque, j'écrivais le catalogue pour une exposition qui s'appelait Complicité d'évasion. Il y avait eu une très grande exposition de travaux de grands artistes rentrés à Saint-Paul et Saint-Joseph et exposés à l'ELAC. Et voilà, j'étais chargé de faire le texte du catalogue, donc je rentrais tous les jours à interviewer les détenus et je sortais les feuilles en douce. Bon, il ne faut pas le dire, mais je le dis, et donc le livre est sorti. Donc, pour moi, ça c'est important. Alors, je vais peut-être m'arrêter, mais j'avais envie, pour conclure, de vous lire 10 lignes d'un livre que j'ai écrit. C'est un roman jeunesse dont l'action se déroule chez les Kalash du Pakistan. J'ai voulu que mon personnage central soit un colporteur musulman. Les colporteurs, autrefois, apportaient les perles, les boutons qui permettaient de faire les belles parures des femmes Kalash, qui portent des coiffes lourdes de 3 kilos. Et elles dansent avec, elles vivent toute la journée avec, mais il faut des provisions. Autrefois, les kauris qu'on trouve partout dans le monde servaient de monnaie. Et depuis, elles servent... Maintenant que la roupie pakistanaise est introduite, elle sert de décoration pour qu'un père puisse montrer sa richesse, ou un mari. Donc, mon héros est un colporteur. Et dès qu'il rentre des vallées Kalash, il va au bazar de Peshawar, le Kisarwani Bazar, le bazar des histoires. Et là, la vie est suspendue. Tout le monde attend qu'il raconte ce pays qu'on croit presque imaginaire. On n'ose pas imaginer qu'il existe. Et bien sûr, il y a le petit vendeur de thé qui a 10-12 ans, et il a la théière suspendue, et il écoute, lui est suspendu aux lèvres du conteur.
Et il dit « Je veux aller avec toi. Et même un jour, si tu peux plus, je voudrais te remplacer. » Et voici ce que le colporteur dit au petit garçon. « Ce que je vais te dire maintenant, mon fils, te surprendra sans doute, te choquera peut-être, car ta religion, ta culture, tes croyances diffèrent de celles des Kalash. Garde ton cœur aussi ouvert que tes oreilles. Si ton voisin ne vit pas comme toi, c'est qu'il regarde la terre et le ciel autrement, de plus haut ou de plus bas, d'une vallée cachée ou du bord d'un océan, du fond de la forêt ou à la lisière du désert. Et c'est très bien ainsi. Ce qu'il a compris du monde et de la vie ne peut que t'intéresser. Ce que tu as découvert de ton côté lui fera le plus grand profit. Fais tout pour le rencontrer, enrichis-toi à son contact, ne cherche jamais à le transformer. Votre échange suffira à modifier son jugement et le tien, à élargir ta perception et la sienne. Si moi, Mamad Diwa, je voyage vers ceux que certains d'entre nous traitent de kafirs, d'infidèles, c'est justement pour rapporter dans mes bagages d'autres vérités que la nôtre. Voilà, c'est ce que j'ai souvent eu envie de dire aux enfants que je rencontrais dans les écoles, car nous sommes encore un pays avantagé pour le passage des écrivains dans les écoles. Ça, j'espère que l'éducation ne deviendra pas une marge. Mais aujourd'hui, la situation fait que tous les beaux lieux aux marges de notre mémoire, que ce soit Tombouctou, que ce soit Haïti, que ce soit le nord du Pakistan, aujourd'hui c'est difficile, la guerre règne partout. Mes derniers travaux, donc j'ai changé de fusil d'épaule, je me suis dit, là maintenant, c'est le moment de faire raconter à ceux qui sont venus du Cameroun. Bientôt, l'année prochaine, il doit y avoir un rapport entre la France et le Cameroun qui va dire la mémoire des guerres d'indépendance de 57, 58 et 59 au Cameroun contre les rebelles Bassa et Bamileke. Le nombre de morts laissés dans la jungle est énorme et le dossier n'est pas ouvert. C'était à l'époque de la guerre d'Algérie, on ne parlait pas du Cameroun et de ses morts. Donc j'ai eu la chance de rencontrer un vieux Bamileke qui vit à Lyon et qui a eu une histoire extraordinaire puisqu'il est né et mort plusieurs fois de la même mère et c'est pour ça qu'on l'appelle l'enfant voyageur. C'est une façon peut-être d'expliquer le malheur dans les sociétés traditionnelles. Mais lui, il dit, quand on a enterré mon deuxième cadavre, le guérisseur est venu faire une marque à l'oreille, une mutilation. Et quand je suis né une troisième fois, mon oreille était déchirée. Ça commence comme ça. Et lui, c'est une petite histoire qui a traversé la grande, et notamment ces guerres d'indépendance si cruelles et dont on est si ignorant. Et je terminerai en disant que je viens de terminer hier matin un texte d'adaptation poétique d'un article d'une femme afghane d'origine Hazara. Si vous ne connaissez pas ce nom, Hazara, sachez que c'est une communauté persécutée depuis plus de 100 ans au sein même de l'Afghanistan pour une raison. Ils sont différents, ils sont chiites et pas sunnites, et ils ont les yeux bridés, et ils sont déconsidérés parce que potentiellement descendants de Gengis Khan qui au XIIe siècle n'a pas laissé de bons souvenirs. Voilà, ils ont tous les mauvais travaux et on les massacre. Aujourd'hui encore, une femme a écrit un livre sur le cri des femmes afghanes, des poèmes très brefs pour dire la révolte silencieuse des femmes, puisqu'elles ne les parlent que s'il n'y a pas d'oreille d'homme à côté. Donc c'est une résistance. Cette femme a été évacuée dans le dernier avion français parce que, manipulant la poésie et la poésie des femmes, c'est sûr qu'aujourd'hui elle ne serait plus en vie.